qui parle sur les droits des peuples autochtones, que malheureusement aussi, quand nous essayons de nous documenter sur cette situation de la région de Grand Lac, nous ne cessons de voir qu'il y a un oubli manifeste sur les droits des peuples autochtones, qui sont les Pygmées. Les Pygmées ne sont pas seulement en République démocratique du Congo, ils sont au Burundi, au Rwanda, au Cameroun, et donc dans toute la région d'Afrique centrale, mais que par après, dans la plupart du temps, dans les plaidoyers internationaux, on a toujours tendance à les oublier. Et c'est à partir de ça, mais quand même, je suis très content que la République démocratique du Congo a, depuis 2022, adopté une loi spéciale de promotion des droits des peuples autochtones et que, malheureusement, à l'article 9, si je me rappelle bien, oui, c'est ça, et le gouvernement congolais a dû promouvoir un fonds national de promotion des peuples autochtones qui sont les Pygmées, afin de pouvoir voilà, les donner des terres, parce que comme historiquement dans la région des Grands Lacs, on reconnaît que ce sont eux les premiers habitants de la région des Grands Lacs, mais que jusqu'à présent, ce sont les peuples qui sont les plus apatrides. Je vais dire, ce sont les apatrides de la région des Grands Lacs. Ils n'ont pas de terre, ils sont chassés partout, ils s'installent. Et pourtant, historiquement, on dit que ce sont les premiers habitants de la région des Grands Lacs. Et donc, ceci base de ça aussi, en tant aussi que peuple qui est appelé les gardiens de la forêt, mais qui est aussi entre-temps chassé de la forêt, au moment aussi que les forêts qu'ils occupaient sont remplacées par des parcs nationaux. Donc, ils se retrouvent non seulement qu'ils n'est pas intégré dans les populations locales, parce qu'être intégré, c'est avoir l'accès à la terre. Ils sont entre-temps aussi pourchassés par des gardes-parcs pour quitter des endroits qui sont des zones, comment ça s'appelle, les zones sous protection environnementale par les éco-gardes. C'est à ce sens-là que nous trouvons, en tant que juristes, qu'il y a une contradiction entre les droits à la terre et les droits à l'environnement. Et sur base de ça, donc, nous sommes en train de vouloir réfléchir sur que les gouvernements, à travers la loi votée sur les droits des peuples autochtones, puissent en tout cas être très bien précis, parce que nous sommes rendus compte que ça n'a pas été du tout clair pour vraiment promouvoir les droits des peuples autochtones et valoriser leur culture en tant que peuple. Au bout de tout ça, je vais essayer de ne pas vraiment prendre autant de mots devant vous, parce que je pense qu'il y aura des questions-réponses. Je vais vous dire que la région de Grand Lac, où personnellement je viens, c'est une région qui attend de nous en tant que diaspora. Je suis très content que, par exemple, ici récemment, il y a eu des accords, par exemple, signés entre un pays que je ne me permettrai pas de citer pour ne pas tisser des conflits que je ne souhaiterais pas, mais je pense que nous, en tant que diaspora, nous voulons qu'il y ait une transparence entre les institutions d'appui à la démocratie et les institutions d'appui aux droits humains, qu'ils puissent faire des collaborations avec les pays en développement, mais que ce soit des collaborations bénéfiques à nos pays, et que ce ne soit pas vraiment des détours qui sont pour créer la frustration dans les régions. C'est parce que, par exemple, quand il y a des accords comme ceux que nous avions entendus tous sur les médias qu'on a signés avec un pays, mais que ça a mené à tisser encore plus davantage des conflits dans la région des Grands Lacs, je pense que nous, en tant que diaspora, nous devons montrer notre indignation face à ces institutions européennes ou soit internationales, à nous montrer réellement de quoi il s'agit entre ces accords, dont les méandres autour des questions d'instabilité politique et humanitaire dans la région des Grands Lacs ne cessent de s'augmenter et frustrent beaucoup plus les populations locales. Ceci base de ça que donc je viens ici devant vous pour vous rappeler que cette affaire vous concerne, pas seulement à ADH, mais toute personne qui se sent compatir avec les peuples des diasporas africains, et de se mettre peut-être à nos côtés pour vraiment réclamer les droits humains que nous tous ne pouvons pas souhaiter qu'on puisse nous restreindre. Merci et je vous en prie.
merci beaucoup. Comme vous voyez, donc le rôle de la diaspora, c'est un jeune juriste qui a mis le point sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que sur les droits, hein, c'est droit à la terre, droit à l'environnement et l'être humain. En fait, ça c'est quelque chose de très important et c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui, la contribution de tout le monde sur cette problématique. Merci beaucoup. Donc le prochain, c'est parce que j'ai mes feuilles, j'ai perdu un peu mes feuilles là, pour que je ne dise pas des bêtises. Donc, ah oui, voilà. C'est Clara Fari, voilà, donc ça tombe dans le sens. C'est pour un peu la diversité, comme je dirais tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Clara, c'est membre éminent de ADH aussi. Elle va parler, je pense, d'une expérience concernant un pays d'Afrique, c'est ça, concret? Oui. Sinon, corrigez-moi. Oui, allez, oui, bien sûr, c'est pour parole. le Togo. Bonjour. Alors, nous avons fait un projet sur le Togo pour expliquer un peu les conditions de vie qu'ils avaient au village de Yadé. Nous avons fait une demande de matériel médical et nous allons pouvoir faire un petit hôpital parce que l'infrastructure, en fait, n'est pas possible, même pour recevoir le matériel. Donc ici, nous attendons d'avoir l'autorisation pour pouvoir justement faire une infrastructure pour un hôpital et pouvoir ramener le matériel et former aussi les sages-femmes pour aider. Oui, donc non, vous avez encore le temps d'expliquer un peu. Hein. Je vous avais dit d'être synthétique, mais... Il faut savoir qu'ils ne disposent vraiment pas d'endroit, pas de matériel. Il y a juste une dame qui s'appelle la marée, donc qui n'est pas vraiment formée juste aux premiers soins, mais pas plus que ça. Donc on avait comme mission, avec plusieurs médecins ici, de pouvoir former en même temps les femmes dans le village. Les filles sont mariées très jeunes ou alors elles arrêtent l'école. Donc en accord avec la dame pour le matériel et tout le reste, elle devait former les dames du village qui ne pouvaient pas travailler ou qui ne pouvaient pas se rendre dans les cours. Merci beaucoup. En fait, Clara est en train de préparer un travail sur l'excision en Afrique. Évidemment, ça prend du temps, ça prendrait du temps, mais j'en suis sûr, la prochaine fois, elle nous fera un petit résumé sur l'évolution de ce travail, car, comme vous savez, mutiler quelqu'un, bon, évidemment, ça tombe sur le sens de notre conférence ici. Il y a plus de 28 pays, justement, qui le pratiquent, et il y a 4 sortes d'excisions. Certaines, donc la 4e peut coûter la vie. Il y a des enfants qui en meurent parce que c'est aussi assez jeune. Les femmes ont des difficultés pour les accouchements, ont des problèmes de santé très graves, parce qu'il y en a beaucoup. Donc sur 28 pays, c'est vrai qu'on a pas mal de travail pour essayer de voir un peu le pourcentage d'excision, ce qu'on peut faire, parce que certaines, c'est des traditions, ça peut être une question de religion. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte à prendre. Et on ne peut pas arriver comme ça et leur imposer, nous, notre manière de voir. Donc il faut vraiment travailler avec la population, avec les ONG, qui sensibilise un maximum autour. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup. Eh bien, le prochain intervenant, merci. C'est Blaise Captué du Cameroun. Il est dans la salle? Oui. Ah, voilà. Merci. Voilà. Donc, disons, moi, j'ai décidé d'introduire Blaise pour, en tant que poète qu'il est. Et j'ai vu un titre d'un de ses ouvrages qui est donc La quête de l'infini. Et moi, je l'ai lancé un défi pour notre conférence, c'est qu'à la fin, il nous résume cette conférence dans un petit poème. Il y aura donc 2 conclusions, un poème
J'espère que tu auras l'inspiration. J'en suis sûr hein, que tu l'auras. J'appelle ça de la dictature. Vous me l'avez accordé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, et aussi, on aura la conclusion qui sera rédigée par ADH, hein, qui partagera ça avec nous. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, en tant que diaspora, on est toujours fier d'être dans son pays d'accueil et aussi de participer aux droits de l'homme dans son pays d'accueil. Donc, je commencerai tout d'abord par la Belgique, qui a déjà été condamnée plusieurs fois par la Cour des droits de l'homme européenne à cause de la situation des migrants. Donc, aujourd'hui en Belgique, l'accueil des migrants est vraiment une vraie catastrophe. Il n'y a pas assez de centres d'accueil. Nous avons des enfants isolés dans la rue, des familles qui n'ont pas où résider. Et c'est une situation assez dramatique qu'il faut également soulever, car ça parle des questions de droits de l'homme, des droits humains, et aussi interpeller sur cette façon de deux poids, deux mesures, où nous avons si bien accueilli les réfugiés ukrainiens, mais par contre, les réfugiés afghans, irakiens, ceux qui viennent de la Méditerranée, sont ceux-là qu'on ne regarde pas assez. Donc, c'est une question assez importante qu'il faut essayer toujours de dénoncer pour aboutir à des solutions. En parlant de l'Afrique, la situation des droits de l'homme en Afrique est assez particulière. L'Afrique a un système de gouvernance qu'il a mis en place, certains diront que c'est une parodie de démocratie, car chaque président qui est élu démocratiquement, entre guillemets, après son mandat, change la constitution pour se représenter et s'éterniser au pouvoir. Nous avons le cas de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et récemment du Sénégal, ce qui aboutit à chaque fois à des manifestations, à des confrontations où il y a des arrestations arbitraires, des condamnations, des morts. Nous avons également dans plusieurs pays en Afrique où il y a des conflits internes, où la situation des droits de l'homme est assez préoccupante. Comme a parlé tout à l'heure mon prédécesseur du local de la République démocratique du Congo, au niveau du Kivu, où chaque jour nous avons des centaines de morts, où les femmes sont à la première ligne, elles sont violées, et tout ça reste un peu comme la sourde oreille, où on fait semblant de ne pas voir, ne pas entendre. Nous avons récemment le cas au Tchad de l'assassinat de cet opposant qui n'a pas fait grand bruit, tout va bien. Donc, les droits de l'homme en Afrique, il faut également déplorer le fait que l'ONU, à travers ses résolutions et les casques bleus qu'ils envoient le plus souvent en Afrique, comme au Nord Kivu, la République démocratique du Congo ou en République centrafricaine, n'ont jamais réussi à aboutir à trouver une solution fiable sur le terrain, où c'est toujours la population civile qui paie le prix fort, manque d'accès à l'éducation, à la santé. Ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à pouvoir survivre au jour le jour. Nous allons aussi parler le cas de l'Afrique de l'Ouest, le cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Nigeria, où les groupes terroristes, ça fait des années qui faisaient la loi dans ces zones-là, surtout au niveau du Cameroun dont je suis issu, soit ces personnes qui viennent terroriser la population, égorger, commettre des actes vraiment atroces, où chaque État fait de son possible pour pouvoir les repousser. Mais nous avons constaté, il faut bien le dire, que depuis le départ des forces internationales, la sécurité et les forces de ces pays-là semblent maîtriser la situation, repousser
tous ces hommes qui commettent ces atrocités-là. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Non, il a le temps pour lire le poème jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. Hein? Donc, d'accord. Eh bien, afin de conclure, je vais appeler Tami pour conclure notre journée. Tu vas là-bas. Okay.